Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, eh bien, bonjour Denis. Aujourd'hui, on revient aux fondamentaux sur la gestion des données produits. Voilà, et on reçoit un des meilleurs experts du sujet. Donc, Denis, la parole est à toi. Très bien, merci à tous. Bon, alors en fait, j'ai fait un résumé comme il se doit. Est-ce que tout le monde voit mon écran d'abord? Oui, c'est très bien. Ouais, ouais, parfait. Ok. Alors je vais aller droit au but hein, pour vous expliquer ce que c'est que le PLM. Et après partir de là pour regarder l'intérêt pour les entreprises et qu'est-ce qu'on peut en tirer actuellement, avec un petit crochet par l'IA qui est un peu l'actualité du moment. Je voudrais d'abord, alors juste deux mots pour moi. J'ai commencé par 10 ans chez Dassault Systèmes en tant que chef de projet, chef de produit, puis après 10 ans dans un cabinet de conseil où je m'occupais de la practice PLM et j'ai été aussi directeur de la ligne d'activité conseil plus intégration au sein de ce qui s'appelait à l'époque Areva, donc c'était POA Consulting plus Eureware. Et après, pendant 16 ans, j'ai fait ce travail chez Muse Partner en tant que responsable de la practice PLM associé de ce cabinet. Puis là, depuis 2 ans, je suis senior advisor et je suis également le président du PLM Lab. Donc, j'aurai sans doute pas beaucoup le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous encourage après, pour ceux qui seront intéressés, à regarder ce que c'est que le PLM Lab, qui est une association ouverte à tous autour du PLM. Alors, le PLM, tout d'abord, on ne peut pas confondre ça avec une simple application. J'ai coutume de dire, j'ai écrit aussi dans les livres que j'ai faits, que c'est une démarche d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas seulement une application, c'est pas seulement un truc informatique, mais c'est une démarche au sens qu'elle est soutenue par des processus, il y a des règles de gestion, il y a des outils numériques, et ça vise à maîtriser les données qui définissent un produit sur l'ensemble du cycle de vie. Donc voilà, ça, le PLM, c'est gérer, optimiser, contrôler, mettre sous contrôle toutes les données produits, données produits, au long des différentes étapes du cycle de vie. Alors, ça nécessite d'avoir une démarche et des processus qui marchent bien, une source. Alors, la source unique de vérité. C'est quelque chose qui est controversé, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce qu'évidemment, en fait, il y a plein de sources différentes qui peuvent donner des éléments sur un produit. Donc, dire que le PLM serait la source unique, c'est quelque chose qui serait très peut-être très orgueilleux. Et donc, il faut être plus humble que ça par rapport aux différentes sources possibles des données de produits. Derrière, comme on travaille aussi en entreprise étendue, avec les clients et les fournisseurs, il y a une nécessaire collaboration et on vise à établir la traçabilité et la conformité des produits et puis la performance pour que tout ça soit efficace. Je voudrais tout de suite dire à quoi ça sert, pourquoi on s'intéresse à ça. Il y a quelques chiffres qui viennent de gauche et de droite. Le time to market va plus vite, le coût de développement est réduit, la qualité peut être meilleure, la réutilisation des données peut être largement accrue et la collaboration peut être aussi accrue, l'efficacité de la collaboration. Bon, les chiffres sont toujours, quand on prend des statistiques larges comme ça, à prendre avec des pincettes. Mais bon, ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver à partir de différentes sources sur Internet. C'est rare d'arriver à tout cumuler, mais quand on fait vraiment une démarche à fond, ça peut donner des résultats très importants. Je me souviens quand même d'un PDG d'une boîte industrielle qui avait dit que, en faisant un effort assez important sur les processus et l'intégration de PLM, il avait pu à peu près doubler la productivité de la R&D en l'espace de quelques années. Alors, quelques enjeux clés si on veut, parce qu'un projet PLM, ça se démarre pas comme ça. Il y a un certain nombre de choses à faire que j'ai essayé de distinguer entre PMI et puis grande entreprise. Il est clair que si on veut réussir ce genre de projet, faut pas, faut,
construire, il faut bâtir les plans avant de commencer à construire sa tour, hein. Donc, investissement initial versus ressources limitées, ben, faut faire un budget, faut étudier le retour sur investissement. Le point clé, alors bon, je pense que c'est devenu bien connu maintenant, mais l'adoption par les utilisateurs est le point dur de ce genre d'approche. Euh, Lié à ça, vous avez des problématiques d'intégration dans le système d'information. Comment je vais connecter ça à mon ERP, comment je vais connecter ça à ma CAO, pour pouvoir connecter les applicatifs multiples que même les petites entreprises ont chez elles. Donc MES, ERP, planification, gestion de stock parfois, tous les jalons projets et une multitude d'outils de conception et de simulation. Se pose aussi la question de la qualité des données. Donc, comment est-ce que mes données initiales sont suffisamment propres ou pas, suffisamment structurées ou pas, pour tirer toute la substantifique moelle du PLM? Dans les grandes entreprises, il faut aussi se poser une vraie question sur la gouvernance des données, qui est responsable de quoi. Et donc, ça, c'est des piliers nécessaires si on veut réussir ce genre de projet. Les délais, la cybersécurité, donc avoir une vraie politique de protection des données, de la propriété intellectuelle, avec pour les entreprises et les plus grandes ou celles du secteur défense, la difficulté de pouvoir toujours gérer l'export contrôle et l'ITAR. Justement, le PLM peut aider à ça, mais on ne remplace pas l'humain là-dessus. Et enfin, pour ce qui est des délais de mise en œuvre, se pose la question pour les petites structures de qui va le faire, où est-ce que je vais trouver les ressources, est-ce que je vais les trouver ces ressources, comment je vais faire. Et pour les plus grandes entreprises, la complexité du multisite et de faire fonctionner ça en entreprise étendue. Alors pour ça, je pourrais laisser ces planches qui montrent une démarche structurée. Alors en 5 phases, on pourrait dire en 3, en 4. Bon voilà, mais c'est juste histoire de fixer un peu des idées. Il faut d'abord se faire une vision cible. La vision cible, c'est la pierre angulaire. Donc c'est qu'est-ce que je pourrais faire une fois que j'aurai installé un PLM? Qu'est-ce que j'arriverai à faire que je peux pas faire maintenant avec le PLM? Bon, j'ai mis quelques pièges dont j'ai déjà commencé à parler. Ne pas sous-estimer le volet humain, le volet adoption. Et pour ça, bon, pour ce diagnostic, pardon, pour cette vision cible, il faut évidemment avoir commencé par faire un petit diagnostic. Comment je gère mes données techniques chez moi, mes données produits. Et donc après, on en sort une feuille de route, très classique, mais il y a des questions particulières à se poser, par exemple la structuration des données quelques particularités dues à un projet de type PLM. Ensuite, après, ben, il y a les choix de solutions, les choix d'architecture. Faire des cahiers des charges, sélectionner mon éditeur, sélectionner mon intégrateur. Est-ce que c'est l'intégrateur qui va m'amener un éditeur? Comment ça va se passer tout ça? C'est les questions qu'il va falloir se poser. Le pilotage et une approche de minimum de produits scalables, MVP. Puis après, bon, on va dans des trucs de plus classiques de déploiement formation, d'optimisation et de scaling. Je voudrais faire un petit détour, je vais le plus vite possible par l'IA. On entend beaucoup de choses sur l'IA. Bon, c'est la tarte à la crème en ce moment. Est-ce que l'IA peut révolutionner? Est-ce que l'IA peut remplacer le PLM? Donc on voit que il y a des voix qui commencent à se dire qu'on peut arriver en scriptant bien, en promptant bien des IA, de faire travailler d'autres IA et passer par des large language models et des API, des MCP, arriver à faire par des IA des travaux de conception. Nous, on reste modeste sur le PLM. On voit qu'on peut générer plus facilement des variantes de design, faire des optimisations, un certain nombre d'optimisations, et ainsi booster le PLM. Alors, quant à remplacer le PLM par l'IA, c'est une question qui change tous les 2, 3 mois parce que tous les 2, 3 mois, l'IA change un peu d'envergure. Pour l'instant, c'est un piège souvent. C'est-à-dire qu'on va croire que grâce à ça, on va pouvoir se passer d'une bonne gestion de configuration et de bons réflexes et de bonnes règles de gestion.
Si on réfléchit pas à ce que c'est que l'interchangeabilité, le versionning et des choses comme ça, bah, l'IA, il va vous faire des choses, mais il peut réfléchir un peu à votre place, mais il va pas forcément prendre les bonnes décisions. Donc, il faut quand même avoir conscience des règles de gestion de base, des données techniques, hein, des choses qui existent depuis des dizaines d'années et qui existaient, qui ont commencé avec les débuts de l'informatisation, mais qui sont pour autant des sous-jacents de l'IA et des processus, pardon, des sous-jacents du PLM et des processus de R&D et d'intégration, des processus d'industrialisation et de maintenance. Qu'il faut garder en tête. Donc l'IA peut accélérer le PLM, peut faciliter, créer plus de choses. Plus après, on voit se profiler des choses vraiment intéressantes comme la vérification formelle d'exigences en amont. Je ne peux pas tellement rentrer dans ce détail-là maintenant, mais pour autant, l'IA ne remplace pas la compréhension fondamentale des règles de gestion. Et l'IA, il fera ce qu'on lui dit de faire. Si on lui dit de faire des bêtises, il fera des bêtises. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en très, 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 très rapide sur ces étapes, sur ce que c'est que le PLM, sur l'intérêt du PLM et quelques enjeux clés pour réussir son projet. J'ai fait ça en un quart d'heure. Christophe, je suis peut-être allé un peu vite pour le coup. Bah, écoutez, en tout cas, il y a la possibilité maintenant de poser des questions, donc dans la conversation de la réunion, autrement dit le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors moi, quand même, j'ai une question. C'est qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas bien ce travail de gestion de la donnée produit? Allô, allô? Allô, allô? Denis? Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu... Ah, ok. Denis? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors j'avais Bon, une oui, question pour toi. oui. Euh, C'était qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas bien ce travail? Ce qui est peut-être politiquement incorrect hein, de dire ça, mais bon. Et est-ce qu'il y a des gens qui le font mal? Est-ce que beaucoup, ou à l'envers, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font bien ce travail? Voilà. Alors, je vais être honnête, hein, il y a un taux d'échec important. Il y a pas mal de projets qui mettent plus de temps que prévu. Il y a pas mal de projets qui font moins de choses que prévu et qui doivent réduire les ambitions. C'est exact. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps d'adaptation. Voilà. Donc, c'est quand même des technologies qui sont un peu délicates, hein. Tous ceux qui ont mis en place des PLM le savent, mais ceux qui ont mis en place des ERP peuvent l'imaginer aussi. Donc, il y a un certain nombre de choses trappes. Tout à l'heure, je vous en ai montré quelques-unes, mais un certain nombre de choses trappes qui attendent l'utilisateur ou le patron de projet au tournant. Bon, après, l'autre côté de ça, c'est que c'est des choses trappes qui sont quand même connues, classiques. Il y a des remèdes qui sont connus. On peut se prémunir d'un certain nombre de choses. Ça, c'est une partie de la réponse. Mais l'autre partie de la réponse, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, hein? Parce que le début de ta question était un peu là-dessus, Christophe, si j'ai bien Oui, compris. oui, Hein. oui. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de PLM? Qu'est-ce qui se passe quand on se dit c'est pas grave, on va se débrouiller? Qu'est-ce qui se passe quand on se dit l'IA va tout résoudre? Eh bien, finalement, on est confronté à des risques industriels. Les risques industriels, finalement, c'est une perte de maîtrise de la configuration du produit. La perte de maîtrise de la configuration du produit, il y a des exemples célèbres. Il y a un grand avionneur qui avait des bureaux d'études en France et en Allemagne qui ne convergeaient pas et le coût de la convergence de ce PLM a pris, a coûté 7 ou 8 fois avec les impacts sur l'action le coût d'un grand projet PLM. Mais on peut se dire aussi la perte de la maîtrise de la configuration peut être cause de, de situations dramatiques.
J'ai un exemple qui est paru dans la littérature anglo-saxonne sur un remplacement qui n'a pas été bien géré d'un tuyau dans un bateau qui a amené du kérosène, qui a été remplacé par un tuyau non homologué qui a fui et qui a mis du kérosène partout, qui a fait un incendie, qui a fait 2 morts, etc., etc. Et on peut se dire aussi que la maîtrise de la configuration, on en a besoin si tout va bien, et on en a encore plus besoin quand ça commence à aller mal. Hein. Je n'aurais pas aimé être à la place des gens qui cherchaient les plans de Deepwater Horizon après l'explosion. Et donc, il y a il y a cet intérêt de se prémunir de problèmes, mais aussi de savoir réagir. Donc là, je parle de grandes installations, mais il y a des choses toutes bêtes. Moi, je me souviens de gens qui faisaient des escaliers mécaniques et qui vendaient ça en export et qui avaient du mal à savoir où étaient certaines pièces. Et dans certains cas, il fallait, comme s'il y avait des éléments de sécurité, aller sur les différents sites pour aller ouvrir les escaliers mécaniques et regarder si les galets qui étaient en place étaient conformes ou pas. Donc, si on connaît ces produits, on n'a pas à faire ça. Si on ne les connaît pas, on maîtrise mal les configurations, on a à faire ça. Et on a à aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Mais après, vous avez des tas d'exemples comme livrer un client la pièce de rechange qui ne se monte pas sur le produit parce qu'en fait, il y a une nouvelle version qui est arrivée et cette nouvelle version, elle est peut-être pas compatible descendante avec celle d'avant. Donc, vous allez chez votre client et vous êtes enfariné avec une pièce qui ne se monte pas ou alors un schéma de montage qui ne référence pas la bonne pièce. Quoi. Vous allez faire votre montage IKEA, sauf qu'il manque des pièces, que ce n'est pas les bonnes références, que le plan il est à l'ouest, etc. Donc les pertes de maîtrise de configuration font courir des risques industriels de tout type et importants et potentiellement dangereux. Donc ça, c'est un peu la première chose qu'on essaie de faire avec un PLM. C'est ça, la première valeur du PLM, c'est limiter, par le contrôle, éviter des risques industriels, éviter de faire des bêtises et éviter de pouvoir mieux réparer, mettre à jour ses produits. Bon, après, il y a quand même l'autre aspect, c'est la productivité pour le processus normal de conception, création, industrialisation. Et le plus critique là-dedans, qui était très très vrai il y a 20 ans, mais je pense qu'il est encore très vrai avec l'explosion des données, c'est la recherche de bonnes informations, la recherche de l'information. On peut se dire que l'IA va aider, mais encore faut-il que l'IA aille comment dire, mouliner dans les bonnes bases. Et là, ça va être chercher dans le rayonnage de manuels de manuels d'utilisation, quelle est bonne solution pour maintenir un morceau d'atterrisseur ou je sais pas quoi. Et là, encore une fois, il s'agit de référencer la bonne version du bon produit. Ça ne sert à rien d'avoir une super notice ou une super explication pour son client si on n'est pas sur la bonne version du bon produit. Bon, voilà, tout ça, c'est de la gestion un peu classique, mais quand on ne le fait pas, c'est dans ces rayons-là qu'on se prend des problèmes, ce type D'accord. de choses. Alors, il y a une question qui est, le PLM a-t-il un ROI plus ou moins important en fonction du type de produit? Fusée, cargo, voiture, smartphone, stylo bic. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai voulu quand même un peu, dans ma réponse d'avant, dire que ce prémunir des risques industriels, c'est quelque chose qui a et n'a pas de ROI. C'est-à-dire que un risque industriel important, c'est un truc qu'on ne peut pas se payer tellement c'est grave dans certains cas. Voilà. Après, sur le ROI, bah, j'en ai estimé plusieurs. Donc, enfin, j'ai fait pas mal de fois dans ma vie. Déjà, pour vous faire un petit préalable, il y avait un peu 3 façons de le faire. On le fait grosso modo, voilà, à grande ligne, en regardant dans la littérature qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Après, on peut le faire d'une façon très détaillée en regardant dans une entreprise les processus, comment ils marchent avant, comment ils marchent après. Donc, c'est what if, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe si on change ça et dans quelles conditions on peut faire mieux. Et le troisième niveau, c'est le même que celui d'avant, sauf que là, on fait signer les responsables de département et de service. C'est-à-dire qu'on leur dit, si on vous donne cette fonction capable de faire chercher ces redondances-là, de faire de la recherche d'infos, de faire de la gestion de variantes, de gérer mes configurations existantes, etc.,
Si je vous donne ça, de combien vous réduisez votre barème? Voilà. Et donc ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc évidemment, quand vous êtes chef de service ou de département, avant de signer, vous tremblez un peu quand même, hein, parce que le barème va être restreint, voilà. Mais c'est un peu donc il est possible de faire ces ROI. Évidemment, ça dépend, le ROI par rapport aux différents secteurs, porte pas sur la même chose. Donc par exemple, si je prends l'exemple des produits très simples, il faut que le ROI soit axé sur, être capable de soutenir de la très grande série. À l'inverse, quand vous avez des grosses installations complexes, ben le ROI, lui, il va plus être sur la maîtrise, la maîtrise de la configuration de quelque chose de très complexe qui peut un petit peu échapper à l'esprit humain. Donc on sera là sur, la complétude. Je vais donner un exemple typique, la construction de la conformité d'une installation complexe, quelque chose de très lourd, très très long. Je souhaite bien du courage à ceux qui font ça sans PLM. J'ai déjà vu faire, dans le domaine, par exemple, dans plusieurs domaines, mais j'ai l'exemple dans le ferroviaire. Ah ben après, aller reconstituer a posteriori, si l'ouvrage, comment il est fait, et si un sous-traitant vient avec son avenant en disant: «Tiens, voilà mon avenant en fait, ma collection d'avenants», et ben après, si vous êtes obligé d'aller fouiller dans des caisses pour savoir quels sont les bons plans ou bons indices, pour savoir si votre sous-traitant a raison ou pas, c'est très chaud. Voilà, je vois un message qui part, c'est impossible de faire du P du de faire, de gérer des installations complexes comme le ferroviaire sans PLM, voilà, tout à fait, ouais, je suis, bien en phase avec cette remarque. Après, bon, si vous faites j'ai quand même vu, pour, des objets très simples, hein, des charnières, des petits objets, quand là, on va s'intéresser à d'autres aspects du PLM. C'est par exemple, la gestion des transferts d'usines. Des transferts, se dire, j'ai 12 usines dans le monde, là, il y en a deux qui sont sous charge, une que je vais fermer, une que je vais ouvrir, et cetera. Comment je fais mes transferts de charges, mes transferts de dossiers, les transferts entre différents sites? Donc la gestion du multi-site, pour des produits de grande série, bah, c'est aussi quelque chose qui peut être, aidé par le PLM. Et pour ces produits simples vient autre chose, c'est l'aspect time to market, donc la réactivité. Quand vous avez des produits simples, souvent, les différenciateurs viennent de pouvoir le lancer le plus vite possible. On voit ça dans l'agroalimentaire, c'est typique. On voit ça en gros, dans ce qu'on appelle le CPG, là, les biens de consommation qu'on voit dans les rayons de rayonnage des supermarchés, y compris, bricolage et autres. Donc là, il faut pouvoir tourner très vite. Donc là, ce qu'on va attendre du PLM, c'est d'aller plus vite que sans PLM, c'est-à-dire avec la gestion, ce que j'appelle sous X, la sous Excel, ou de faire des tas de liens avec des tas d'applicatifs différents. Bah là, le PLM va être un peu le chef d'orchestre qui doit se permettre d'aller très vite pour mettre sur le marché une nouvelle version, une nouvelle variante. L'autre aspect, de ces produits plus simples mais nombreux, c'est ce qu'on appelle la diversité. La diversité, c'est, les options et variantes. Et là, ce qui est intéressant dans le PLM, c'est qu'il vous gère, la combinatoire produit. Et la combinatoire produit, quand on est dans certains secteurs, peut être, complètement gigantesque, quoi. Alors, pour l'exemple typique de la diversité produit, c'est l'automobile. Là, c'est tellement complexe qu'il y a des applicatifs spéciaux qui gèrent ça. Mais donc dans des produits un petit peu moins, emblématiques que ça dans la diversité, je sais pas, si vous faites des pare-chocs, si vous faites des morceaux d'automobile, si vous faites des produits de bien de CPG, de consommation. Là, il faut vous attendre à avoir l'explosion des options et variantes. Cette explosion des options et variantes combinée au versionning qui est la vie normale, des défauts ou des optimisations de coûts. Cette combinatoire, double en fait, la complexité. Et le PLM joue son rôle là-dessus. Donc pour les produits plus simples, diversité et rapidité, quoi, mis sur le marché. Pour les produits très gros, ben, maîtrise des configurations complexes, maîtrise aussi, du tel que spécifié, tel que conçu, tel que réalisé et après tel que maintenu.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a, je vois qu'il y a une autre question qui est en train d'être écrite. Bon, moi, je voulais poser une question au sujet des PME. Parce que le PLM, quand même, ça a l'air d'être quelque chose de coûteux, non? Est-ce qu'une PME peut s'équiper? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des solutions adaptées à la PME? Euh, Alors, effectivement, il y a des solutions adaptées aux PME. Je citerai deux axes pour ça. Bon, hmm, des solutions qui sont, elles, plus légères et plus adaptées aux outils, à des outils de conception qui sont souvent plus simples. Voilà, donc les outils, je dirais, entrée de gamme ou milieu de gamme de hmm, CAO euh, peuvent avoir des solutions adaptées de certains éditeurs qui sont un peu plus légères que les grandes solutions. Mais il y a aussi une autre chose qui entre en ligne de compte vraiment intéressante, c'est l'aspect cloud, parce que ça vous permet, notamment pour l'aspect projet, pour lancer son PLM, de faire un truc hyper scalable. C'est-à-dire vous démarrez avec un projet, vous démarrez avec un service et vous démarrez avec un nouveau produit et vous pouvez le faire monter en puissance progressivement. Là où, bon, bah, avant l'ère du cloud, vous étiez obligé d'acheter dès le début, se payer une bonne partie du produit dès la première utilisation. Avec le cloud, c'est presque linéaire. Bon, il y a les formations à prévoir et puis il y a quand même la cible à construire, mais c'est quand même grosso modo linéaire en termes de dépenses principales, et ça, c'est super intéressant. Cependant, il ne faut pas oublier que quand on parle cloud, on intègre les coûts d'infrastructure, de gestion, de stockage des données, de sécurisation des données, donc qui sont parfois cachés quand on compare le prix d'une solution avec cloud au prix d'une solution on-premise, là, directement sur vos serveurs mais en oubliant le prix de gestion du serveur, en fait, tout ce que ça coûte de gérer des données sur un serveur. Parce que c'est un peu le piège quand on compare les deux, quoi. Faut comparer des pommes et hmm, pas des pommes et des carottes, quoi. hmm. Voilà. Donc, alors ça, après, bon, faut pas se cacher que il y a quand même un minimum de complexité sous-jacente quand on démarre un projet PLM. Mais attention, c'est souvent de la complexité qui est déjà là, mais qui est cachée. Les options et les variantes pour vos produits, pour des produits simples, grande série ou grand public, eh bien, la complexité, elle y est, hein. Vous êtes bien obligé de la gérer. Faut pas croire que vous la gérez pas. Elle est gérée avec des tonnes d'Excel ou avec des tas de gens différents, mais c'est des choses qui existent. Et là, l'intérêt du PLM aussi, c'est de remplacer un paquet de choses par une application plus centrale qui remplace des paquets d'Excel notamment ou d'autres applicatifs qui faisaient le boulot avant. D'accord. Et alors, la transition d'un logiciel à l'autre, imaginons que je sois une PME, je commence, et puis je me rends compte que finalement, il faudrait quelque chose d'un peu plus ambitieux. C'est facile ou c'est pas facile? C'est-à-dire, est-ce que je vais perdre des données? Est-ce qu'il va falloir que je reprogramme tout? Est-ce que les différents éditeurs ont prévu le coup? Comment ça se Ouais, alors passe? je vais être honnête et franc. De toute façon, je roule pour aucun éditeur et aucun intégrateur. Ça peut être une question épineuse. Pourquoi? Parce que la compatibilité éditeur-éditeur, déjà dans le même éditeur, c'est pas toujours simple. Alors, a fortiori d'un éditeur à l'autre, ça peut être aussi épineux. Le rêve, ça serait ben, que les gens puissent échanger avec des standards. Et après, bon, ok, je change de PLM, bah, très bien, j'écris tout en format neutre dans un standard, je réimporte tout dans un format neutre. Voilà, ça, c'est le rêve. Inutile de vous dire que moi, ça fait 30 ans que j'observe, même plus que ça, même. Un paquet d'années que j'observe que c'est la bonne solution théorique, mais que il n'y a pas grand monde qui est motivé dans les constructeurs, les éditeurs et les intégrateurs. Il n'y a pas grand monde qui est vraiment motivé pour faire marcher ça. À la limite, ce qui marche le mieux, c'est les associations sectorielles d'entreprises utilisatrices qui essayent de pousser des standards. Après, il y a des standards à haute valeur sémantique qui peuvent venir et qui peuvent aider ça.
Mais ça met du temps à accoucher. C'est un peu hors de portée des petites entreprises d'avoir comment dire, un strapontin dans les organes de décision de ces normes et de ces standards. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Après, bon, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des possibilités de faire des migrations, de faire des outils de migration. Il y a quand même des moulinettes qui existent déjà de gauche et de droite pour faire ça. Et la plupart, la plupart des grosses entreprises en sont déjà à la génération 2, 3, parfois 4 de PLM. Donc ce problème n'est pas un problème nouveau. Simplement, il est un peu épineux. Bien, bien, ben, écoute, ben, merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question. Le Oui. transfert, alors qu'est-ce qu'il dit? Onsoft est déjà compliqué. Il faut en gérer comment l'articuler avec la vie des produits et projets. Quel produit projet passe en premier et essuie les plâtres, etc. L'expérience est aussi complexe qu'une migration de RP. Oui. Alors, pardon. Deuxième question, selon vous, une ontologie des processus et des modèles de données exploités dans un PLM permettrait-elle à une IA de produire des variantes pertinentes d'un produit? Alors ça, Ah, alors cette question de l'IA, on commence à voir ça dans la littérature ou dans les posts LinkedIn. Donc la réponse semble être oui. Alors, je discute avec un certain nombre d'experts de l'IA. Moi, je ne suis pas un expert de l'IA, mais je l'utilise tous les jours pour faire des trucs comme tout le monde. Enfin, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais j'ai 3 ou 4 IA qui se battent pour essayer de me prouver quels sont les meilleurs quand je leur pose des questions. Bon, mais je prétends pas être un expert. Ce que je vois, c'est j'essaie de me tenir au courant des avancées. Et un constat que je fais, c'est que ça bouge tous les 2 mois à peu près. Enfin, ce qu'on disait il y a 3-4 mois a changé. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la vérification formelle d'exigence en amont de la conception. Ce truc, c'était du rêve il y a 3 ans. Il y a des MVP qui commencent à se faire et j'ai bon espoir que dans pas très longtemps, ça commence à se vulgariser ce truc-là. Donc, que ce soit plus réservé à quelques grosses boîtes pointues avec quelques experts qui font tourner ça. Alors après, pour, essayer d'être un peu plus, dans la question elle-même, qu'on puisse avoir des ontologies, qu'on puisse faire tourner, des IA pour réaliser des choses, pour mieux gérer, comme je disais en entrée, on le voit déjà un peu dans la conception et c'est je pense un peu le cap actuellement, c'est la fine fleur de ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que les contrôles qui sont faits dans le PLM puissent être un peu dévolus à l'IA et enfin, la préparation des contrôles, heu, pour le dire, pour un exemple plus concret, je dois faire une revue de conception, j'ai mon produit qui est là avec sa nomenclature. Tout n'est pas parfait, mais bon et là, on pourrait demander à une IA de préciser avec un certain nombre de critères, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qui de préparer le boulot. Mais attention, ça reste une décision de management. Dans beaucoup d'entreprises, vous avez un manager qui connaît les délais, qui connaît la pression d'un projet, la pression des jalons et qui peut prendre sa décision humaine d'outrepasser, un truc qui est pas tout à fait sec à un endroit, parce qu'il sait qu'on va le faire dans 2 semaines après ou parce qu'il sait que le client va être OK ou voilà. Donc, l'IA peut dire: «Bah non, ça marche pas, il manque 3 trucs». Le manager, il peut dire: «OK», il peut garder la décision. Faut que si comment dire? Une IA vous prépare, vous mâche, la décision, vous dit, arrive à vous déceler d'ailleurs mieux que vous feriez, les problèmes de maturité d'un produit pour un jalon donné, n'empêche qu'il faut conserver la décision à l'homme qui garde la responsabilité, donc humaine de la décision. En ce sens-là, l'IA est complémentaire, mais je
on est, enfin, ce serait ouvrir un débat philosophique que d'appuyer sur un bouton, on dit IA, vas-y, lance-moi le produit, débrouille-toi, quoi. Philosophique et juridique, parce que la responsabilité, on va voir à qui elle incombe. Voilà, j'espère que je me suis pas trop éloigné de la technicité de la question au début sur l'aspect des anthologies, mais je préfère prendre un tout petit peu de champ là-dessus. Bon, ben merci, ben on arrive à la Donc, fin, hein, donc merci beaucoup Denis. Et puis donc dans 2 semaines, on va traiter de la conception. Merci à tous et au revoir. merci à tous. Au revoir. Au revoir.